et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est François. Alors aujourd'hui, on a un invité du monde de la cryptosphère et de la blockchain. Donc c'est Vincent. Vincent, je l'ai rencontré il y a plus d'un an maintenant. C'était un meet-up blockchain. Donc l'eau a coulé sous les ponts depuis. Donc ça fait c'est un projet que je suis depuis un petit moment maintenant, sur lequel moi j'ai investi aussi particulièrement. Donc on va parler plein de choses. On va parler de qu'est-ce que c'est d'être un porteur de projet dans cet écosystème si particulier. On va parler des levées de fonds, on va parler de qu'est-ce que c'est au niveau de la techno, comment on développe un projet comme ça. Donc Vincent, en 30 secondes, est-ce que tu veux te présenter ton bébé, ton gros projet et rapidement ton parcours également? Bonjour François et puis bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi je suis Vincent Langard, CTO et cofondateur de BC Diploma, donc depuis 2017. Pour la petite histoire, moi j'ai une formation d'ingénieur à la suite de laquelle je suis devenu développeur, architecte logiciel, puis directeur technique, donc vraiment plutôt un background technique. Et on a créé avec Luc Jarret-Lacombe en 2017 BC Diploma, qui a commencé par une belle histoire d'ICO sur laquelle on pourra revenir. On avait dans l'idée de développer une solution pour les établissements d'enseignement supérieur pour leur permettre de dématérialiser des attestations. Et c'est ce qu'on a mis en œuvre et c'est ce dont on va parler. D'accord. Donc le business model est simple. C'est comme son nom l'indique, pour le coup, c'est pas limité qu'à ça, mais on peut mettre des diplômes certifiés sur la blockchain. Et du coup, évidemment, il y a plusieurs acteurs qui peuvent rentrer en jeu, mais c'est un gros marché parce que ça peut être quelque chose qui est utilisé et utilisable par les écoles, par les entreprises, par les ressources humaines, par plein de choses. Et c'est pour ça que c'est très, très intéressant. Alors, du coup, cette émission, ça va être intéressant pour beaucoup de monde. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut lancer un projet en mode entrepreneur, vraiment porteur de projet, et quelqu'un, à l'inverse, qui pourrait peut-être investir sur le projet et qui va se dire comment on va analyser ce genre de projet, parce qu'il y a des gens derrière, souvent on l'oublie, en tout cas pour les plus novices dans le monde de la crypto, derrière un token, souvent il y a des gens qui travaillent, il y a des ingénieurs, il y a des développeurs, il y a des marketeurs. Et du coup, je te pose la première question. Déjà, comment c'est venu cette idée et comment vous vous êtes lancé? Après, on pourra parler de la levée de fonds, mais vraiment les tout débuts de ce que ça représente, ce qui est un peu encore nébuleux pour la plupart des gens. D'accord. Alors, c'est un travail de longue haleine qui a commencé en début 2017. Donc, avec Luc Jarret-Lacombe, mon associé, on travaillait dans le monde de l'IT pour l'enseignement supérieur. Donc, en gros, pour les universités, les écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. Et Ouais. on a rencontré la problématique de la sauvegarde à très long terme des diplômes et autres attestations et documents académiques pour lesquels il n'y avait pas réellement de solution qui répondait aux besoins, qui était un besoin donc, de sauvegarde à long terme de ces informations. Donc, quand je dis long terme, c'est par exemple 50 ans pour les diplômes. Et en parallèle de ça, on commençait à voir l'avènement de la blockchain Ethereum, dont l'utilisation commençait à être assez friendly, on va dire. Et bon, je me suis intéressé à la problématique fin 2016, début 2017. On a tout de suite fait le parallèle avec le besoin métier nécessaire pour les écoles. Ouais. Et très rapidement, on a commencé à écrire des spécifications. Spécifications qui se sont transformées en white paper qu'on a soumis à la communauté Ethereum et à la suite de laquelle on a lancé une ICO. Donc en tout et pour tout, entre le début de l'ICO qui a commencé en décembre 2017 et le tout début du projet, c'est-à-dire la naissance de l'idée, il y a eu pas loin d'un an. Oui. D'accord. Alors, et du coup, vous avez fait la levée de fonds au moment où il y a eu une explosion du marché des cryptos et justement où c'était un peu n'importe quoi. C'était à la fois la jungle, c'était n'importe quoi sur les ICO. Et petite particularité, c'est que vous avez fait donc une ICO, donc une levée de fonds avec un token bien particulier et aussi une autre levée en equity. Est-ce que tu peux expliquer déjà comment ça se passe, la différence, et si c'est bien passé après, parce qu'il y a aussi pas mal de projets qui avaient fait une levée de fonds fin 2017 où c'était bien passé, mais derrière, il y a eu une chute. Par exemple, si c'était une levée de fonds en Ethereum et qui c'était devenu très compliqué pour pouvoir faire tourner le projet tout simplement. Oui. Eh bien, on n'a pas échappé à la chute des marchés, nous aussi. Donc, effectivement, on a fait cette première levée sous forme d'ICO. On a levé 1800 Ethers, ce qui 1800 Ethereum, correspondait, d'accord. à l'époque à 1,9 million de dollars.
Ah, parce qu'il était à plus de 1000 $, donc effectivement, C'est ça. ça fait. Donc, Ok. bon, à savoir que c'est comment dire, le cours de l'Ether à ce moment-là, c'est pas du tout, comment dire, c'est absolument pas la raison du choix de du début de l'ICO, hein. C'est vraiment, c'est parce on était mûr à ce moment-là. Et Oui, oui, d'ailleurs, les fluctuations de l'Ether nous ont pas forcément rendu beaucoup service durant cette levée de fonds. Enfin, oui. parenthèse D'accord. fermée. Suite à ça, on s'est retrouvé comme beaucoup d'entreprises françaises avec des problèmes de liquidité sur ces Ethers. C'est-à-dire que c'est toujours très compliqué de trouver une banque dans laquelle on va pouvoir rapatrier des euros qui viennent d'Ether d'une levée de fonds. Je te le fais pas Donc, dire. on a quand même pu commencer à travailler sérieusement sur la base de ce qu'on avait levé, ce qui nous a permis de développer un premier prototype de la solution, débuter la commercialisation, déposer un brevet aussi, donc ça c'est assez important. Déposer un brevet qui d'ailleurs a été publié il y a quelques temps, il y a peu de temps sur la technologie Evidence qui est à la base de notre solution. Et à la suite de ça, on a décidé de faire une levée de fonds en equity. Donc la différence étant que une levée de fonds sous forme d'ICO, quand on quand on produit un token utilitaire, c'est qu'il n'y a pas de dilution. C'est-à-dire que les porteurs de projets restent 100% maîtres de leur capital, puisqu'il n'y a pas de droits associés à ces tokens utilitaires, autres que ceux pour lesquels ils sont destinés, c'est-à-dire l'utilisation de la solution. Ouais, ça porte bien son nom. Voilà, absolument. Et donc, on a mixé ça avec, on a suivi avec une levée en equity, donc là, pour le coup avec de la dilution. Levée de fonds qui s'est effectuée en mai 2019 et pour lequel on a levé un peu plus d'1 million d'euros, ce qui nous a permis de lancer le go-to-market international et de continuer le développement, bien sûr, de la solution sereinement. D'accord. Alors, pour peut-être les personnes qui n'ont jamais participé à une levée de fonds, on ne va pas parler de suite du côté investisseur, mais où va cet argent? Quelle est la proportion? Alors, évidemment, chaque projet a des demandes différentes, des besoins différents, mais où a été, donc, premièrement, ces 1800 Ethers et cette deuxième levée de fonds en equity? Alors, pour ce qui est déjà des 1800 Ethers de l'ICO, bon, il y a eu une certaine allocation des fonds qui était liée au coût de la levée en eux-mêmes, qui n'était pas forcément très important. Et ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous, on fonctionne avec Ethereum pour produire nos certificats. Donc, il y a une grande part des Ethers qui servent au coût de fonctionnement technique de la solution. C'est-à-dire que quand on va aller écrire des informations sur la blockchain, on paye pour ça. Donc, quand on va créer des certificats blockchain et qu'on va les écrire sur la blockchain, on doit payer. Ce paiement se fait en Ethereum. Et donc, une grande partie des Ethers qui sont utilisés le sont pour faire tourner la solution auprès des institutions. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça nous prémunit de toute variation du cours de l'Ether. C'est-à-dire que demain, une société qui travaillerait avec Ethereum et qui verrait le cours de l'Ether faire x10 ou x100 va être immédiatement exposée aux fluctuations de ce coût de l'Ether. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ether est à 200 euros. Si demain, il est à 20 000, une société qui devrait acheter des Ethers pour pouvoir continuer à travailler avec la blockchain Ethereum va vite être exposée à son prix. Nous, ce n'est pas le cas, puisque sur les 1800 Ethers qui ont été levés pendant cette ICO, on en a près des 2/3 qu'on a conservés et qui nous servent en frais de fonctionnement. Oui, parce qu'on revient aux fondamentaux. Au final, un Ethereum, c'est un Ethereum, quel que soit le prix, quelle que soit d'ailleurs la devise avec laquelle on compare. Et c'est pour le coup une question que beaucoup se posent, quel que soit d'ailleurs le token ou le coin, même en parlant de Bitcoin, c'est-à-dire que OK, il vaut tant en dollars et il vaudra tant dans 3 ans, mais un Bitcoin, c'est un Bitcoin. Donc, c'est les fondamentaux. Et ça rejoint ce que tu dis par rapport à ce que vous avez levé et vous n'avez pas tout utilisé pour le moment. Donc, c'est très intéressant par rapport à ce point-là. OK. Alors juste pour compléter, parce que tu m'avais posé la question également pour ce qui était de la levée de fonds en equity. Donc la levée de fonds en equity permet de financer le go-to-market international. C'est-à-dire, on a recruté un commercial qui est notre CSO et qui s'occupe de tout ce qui est commercialisation de la solution en France, dans les pays francophones et un peu partout à travers le monde.
Voilà, parce qu'on a aujourd'hui près de 90 clients, ou même plus de 90 clients maintenant, sur 4 continents. Donc, c'est une solution résolument internationale. D'accord, ok. Ok, c'est intéressant que tu le mentionnes. D'accord. Alors, on va le rappeler également. Donc, vous avez un token, c'est Blockchain Certified Data Token, BCDT. Et là, je suis en train de regarder, vous avez un market cap d'1 million, ça reste un petit marché en tant que tel, hein, c'est un small cap, comme on dit. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est intéressant voilà, pour un auditeur, un investisseur, si on peut dire, d'investir sur votre token? Déjà, à quoi il va lui servir potentiellement? Et même sans parler d'utilité, parce qu'il y en a que on va plutôt parler de spéculation, est-ce que c'est intéressant, évidemment, toi, pas d'inciter, mais de conseiller le token sur lequel vous êtes parti? Alors, ça va être difficile pour moi d'inciter, parce que de par ma position de fondateur, ça peut être éthiquement pas très juste. Néanmoins, ce que je peux faire, c'est expliquer à quoi sert ce token Alors, on et va la manière partir dont il là-dessus. fonctionne. Parce que, en fait, on va comprendre assez vite que c'est intimement, ce token, son fonctionnement et son prix sont intimement liés à l'activité de la société. Alors, ce token, il sert aux institutions pour aller émettre des certificats sur la blockchain. C'est-à-dire qu'avec notre écosystème, l'écosystème de BC Diploma, pour pouvoir écrire des certificats, générer des certificats euh, durables, il y a nécessité pour les institutions d'aller injecter sur la blockchain Ethereum, dans notre contrat, dans notre smart contract, des BCDT. Alors bien évidemment, les institutions pour lesquelles on travaille, je pense à l'AFNOR, je pense à l'EM Lyon Business School, je pense à l'université OASEN au Ouais. Vietnam ou d'autres institutions à travers le monde, aussi techniquement pointues soient-elles, elles ne sont pas forcément au fait du fonctionnement des tokens et de la manière dont on peut s'en procurer. C'est la raison pour laquelle on leur propose un service qui leur permet d'échanger des fiat, donc des euros, des dollars, etc., contre des BCDT. C'est un service que nous, on propose et on va aller injecter dans notre propre smart contract ces BCDT pour que ces institutions puissent émettre. Okay, et D'accord. bien évidemment, plus elles émettent, plus elles vont avoir besoin de réinjecter des BCDT dans ce contrat. Et donc, c'est un système un peu vertueux où quelqu'un achète des BCDT, les injecte dans ce contrat pour payer le service. Ces BCDT sont consommés parce que l'institution émet des certificats et quand elle en a encore besoin, elle doit racheter des BCDT qui re-rentrent dans le circuit, etc., etc. Oui, c'est pour ça que tu appelles ça un cercle vertueux, c'est que du moment où on va utiliser la solution, on a évidemment beaucoup plus tendance à la réutiliser plus tard. Et donc, tu es en train de nous dire que clairement, plus on va avoir d'acteurs ou de clients de votre service indirectement, si on a une augmentation drastique de ces clients, on va avoir indirectement un BCDT aussi qui peut prendre de la valeur. Alors c'est exactement ça. Donc c'est une croissance qui est vraiment organique, donc alignée avec la performance de BC Diploma. D'autant qu'il y a une petite subtilité qui est intéressante, c'est qu'on a adjoint à cette mécanique de fonctionnement du token une mécanique de burn pour soutenir le token depuis le démarrage de l'activité, parce que bien évidemment, le token a été mis en œuvre début 2018. En début 2018, la solution n'était pas encore développée. Donc, Ouais. il y a eu un certain temps de démarrage du projet lié au coût en R&D et en développement. Et donc, on a associé à cette mécanique du token une mécanique de burn qui consiste à en fait brûler une partie des tokens, donc les détruire, détruire une partie des tokens à chaque émission de certificat. C'est-à-dire que à chaque émission, à chaque fois qu'une institution injecte des BCDT dans le contrat de BC Diploma, une partie est détruite, ce qui permet de réduire le total supply, donc le nombre de tokens global disponibles sur le marché, ce qui est là pour soutenir le cours du BCDT durant les premières années d'activité. Ouais, tu fais bien de le rappeler parce que c'est un paramètre quand même important que regardent les investisseurs crypto, que je regarde. Et ce principe même qui est tout bête, mais le burn, le fait d'avoir un token qui va se raréfier tout simplement, c'est un paramètre important et il y a des entreprises qui le font pas clairement et c'est un paramètre qu'on peut regarder et qui est important. Pour le long terme, c'est important, c'est sûr. Ok, merci à toi. Alors, est-ce que d'un point de vue plus
maintenant, toi, entrepreneur, on va mettre de côté le côté investissement. Quelles ont été les principales difficultés ces 3, 4 dernières années? Quel a été vraiment le plus gros problème que vous avez rencontré? Alors, Fais-nous rêver. plusieurs ordres dans les problématiques. Bon, déjà, l'ICO, c'était quelque chose de quand même très complexe. Donc, ça paraît très simple vu de l'extérieur. C'est quand même une grosse machine qui demande énormément d'investissement et j'entends investissement en temps notamment. Alors après, il y a des projets qui ont beaucoup de fonds pour démarrer. Nous, c'était pas trop le cas. Ouais, Parce qu'on a fait ça sur nos fonds propres. Il n'y avait pas une grosse boîte derrière pour baquer ce qu'on était en train de faire. Donc on a pris tous les risques, oui. mais on y croyait. Donc c'est la raison pour laquelle ça a réussi aussi sans doute. Et donc ça, c'était une des premières difficultés. Hein. L'ICO, c'est quelque chose de très complexe, contrairement à ce qu'on pourrait croire vu de l'extérieur. Ouais, Ensuite, surtout si tu veux le faire proprement, parce que bon, il y a le lever de feu, le lever de fonds, les différents déjà niveaux, enfin capitaux, et pareil à l'époque, il y en avait qui ouais, ne faisaient pas les tout choses à fait. très proprement. Ouais, tu fais bien de me le dire parce que déjà notre ICO, elle a été faite sur le sol français avec 100% des transactions qui ont été faites par smart contract sur une blockchain publique, Ce qui est très sans très rare. pré-sale privé, avec des bonus identiques pour tous les Voilà. investisseurs, avec tous les respects des allocations prévisionnelles en token, une transparence complète, euh, voilà, à 550 contributeurs particuliers dans 80 pays. Il n'y avait aucun fonds derrière, aucune société ou business angel. Donc voilà, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux en termes de transparence. Et Ah ouais, tu après, as sur le raison, c'est principe, important de le même souligner. les projets crypto, encore plus les levées de fonds, mais qui restent vraiment franco-français, il y en a très peu. Et c'est d'autant plus enfin, louable de votre part d'avoir fait ça. Alors, même les quelques projets crypto, ils vont en Suisse ou ils vont ailleurs dans un processus qui est beaucoup plus simple pour eux. Oui, et puis moins risqué aussi. Moins risqué. Là, Oui. c'est vrai que comme la législation n'était pas encore tout à fait mûre, même si on a fait ça très proprement aussi en termes de protection de l'investisseur, parce qu'on a travaillé avec des cabinets d'avocats qui étaient spécialistes sur le domaine déjà dès 2017. Donc, Ouais. euh, oui, il y a une part de. C'est pas se simplifier la tâche que de faire ça sur le sol français, mais après, c'est aussi une question voilà, c'est une question d'éthique et puis de code de conduite. Voilà, nous, on considérait qu'il n'y avait aucune raison légitime pour aller créer la société ailleurs qu'en France, d'autant que derrière, on travaille avec des Ouais. clients institutionnels qui auront d'autant plus confiance dans une société qui est française et qui a pignon sur rue et pour laquelle il n'y a aucun montage bizarre. Voilà, Oui, clairement. ça aussi, c'est important parce que souvent, je le vois à mon échelle et même des fois quand j'accompagne des gens, mais quand on veut lancer à court terme, ça peut être intéressant, ça peut être très sexy d'aller voir ailleurs ou même juste d'aller voir nos voisins frontaliers, mais sauf qu'à long terme, que ça soit au niveau fiscal ou même d'un point de vue purement d'un partenariat, d'une collaboration, ce serait plus intéressant à long terme de rester en France, de faire les choses en France et de ne pas avoir, comme tu le dis à la France, de ne pas avoir des montages qui n'ont aucun sens. Et pour compléter la réponse à ta question, la deuxième problématique qu'on a rencontrée était plus de l'ordre cette fois de l'adoption de la blockchain. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La blockchain, c'est encore une notion qui est obscure pour pas mal de gens, même Oui, si dans le domaine, notamment dans le domaine de la certification et encore plus dans le domaine académique, la blockchain commence à être la réponse de référence à toutes les problématiques de conservation long terme. Donc, ça commence à être assez ancré, mais ça n'a pas toujours été le cas, c'est-à-dire qu'au début de l'activité, la blockchain est encore assez obscure. Les gens connaissaient surtout le Bitcoin et pas forcément la blockchain. ouais. Et donc, il a fallu faire pas mal de communication autour de ça auprès de nos prospects, auprès de nos clients, pour légitimer en fait l'utilisation de cette blockchain. Alors maintenant, c'est beaucoup plus simple, mais on a dû beaucoup travailler pour ça, à la fois auprès de nos prospects pour leur expliquer en fait comment ça fonctionnait, et à la fois dans le produit qu'on a développé, parce qu'on a développé un produit qui est résolument
simple pour les utilisateurs et d'ailleurs qui fonctionne très bien sans avoir de connaissances approfondies de la blockchain. Ce qui est un peu une prouesse parce qu'aujourd'hui, Oui, beaucoup d'applications côté qui fonctionnent avec la blockchain restent ciblées pour des utilisateurs avertis. Je pense à toutes les complexe. applications de défis, etc. Ce n'est pas toujours très, Ouais. très simple pour quelqu'un qui viendrait l'appréhender. Nous, les institutions avec lesquelles on travaille, elles n'ont pas forcément de culture blockchain et culture crypto. Donc, il a fallu leur proposer une interface qui soit vraiment totalement en adéquation avec les applications qu'ils utilisent actuellement, qui, pour la plupart, sont des applications totalement centralisées. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, encore une fois, on retombe dans la comparaison avec d'autres technologies, à commencer par Internet. Hein. C'est-à-dire que d'abord, c'était d'un point de vue professionnel, et après, on avait le grand public qui rentrait sur des marchés. C'est une suite logique. Et d'autant plus, ce qui serait intéressant, c'est la question suivante, c'est une bonne transition. Comment vois-tu l'écosystème crypto-blockchain dans 10 ans? Comment vois-tu, alors déjà d'un point de vue purement pro-blockchain, tu es en plein dedans, et aussi de comment le grand public va voir ça, comment on va l'utiliser, et à commencer par les plus grosses capitalisations à Bitcoin et Ethereum. Alors, moi, je pense que je vais commencer par la fin de ta question. Les deux plus grosses capitalisations sont, à mon avis, faites pour durer. Voilà, elles vont rester. La blockchain Bitcoin est la blockchain la plus ancienne. Elle n'a jamais été hackée. C'est parti pour durer. Voilà, je ne vois pas qu'une de ces deux capitalisations disparaisse. Moi, je crois beaucoup en Ethereum et on croit beaucoup en Ethereum dans l'équipe. Donc, je suis assez confiant sur l'avenir d'Ethereum. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, nous, on a fait le pari d'Ethereum déjà dès le départ de l'ICO. On a fait le pari que les différents forks, donc les différentes évolutions d'Ethereum, nous apporteraient ce que nous, on recherche en termes de scalabilité et de baisse des coûts d'émission. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis assez confiant sur la roadmap d'Ethereum. Et donc, ces deux, on va dire que Bitcoin et Ethereum, dans 10 ans, selon moi, resteront des acteurs influents dans cet écosystème. On est d'accord. Ensuite, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de nettoyage dans cet écosystème parce que on le voit déjà, hein, il y a eu énormément de levées de fonds en crypto-monnaie sur 2017-2018. Combien de projets ont délivré? Voilà, Bien c'est une sûr, question que je bien sûr. pose. J'invite tes auditeurs à regarder un petit peu qui dans l'écosystème a levé des fonds et a délivré aujourd'hui. Moi, je ne suis pas capable d'en citer 5. Voilà. C'est très très compliqué. Donc, il va y avoir énormément de nettoyage. Et je pense que ceux qui survivront à cette alors d'une part à cette chute de l'Ether qui a eu lieu et qui perdure, entre guillemets, et ceux qui vont survivre à la crise économique qui s'approche. Alors, je ne suis pas économiste, moi, mais j'écoute ce qu'on me dit. Oui, non, c'est Donc, parfaitement. on peut penser qu'il y a une crise économique qui se profile. Les entreprises blockchain qui seront à la fois à même de délivrer et qui seront à même de passer cette vague, à mon avis, seront encore là dans 10 ans. Ouais, bon, on est aligné là-dessus. C'est sûr que aujourd'hui, comme dans le passé, et ça sera le cas dans le futur, bien sûr, c'est ceux qui respecteront ce qu'ils ont annoncé. Alors, respecter une roadmap à la lettre, c'est pas évident, et c'est pas pour autant que ça veut pas dire que le projet est pas sérieux. Alors, d'ailleurs, vous êtes un des seuls qui respecte quasiment ce que vous annoncez dans la roadmap, donc ça, c'est déjà c'est très très bien pour un projet, et bravo. Mais par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a des fondamentaux, c'est-à-dire que même si on a un white paper, déjà le fait qu'il y a beaucoup de levées de fonds qui ont été faites juste sur une idée, sans avoir le moindre produit de service, de MVP, on n'en parle même pas, mais qui levaient des fonds, des millions juste sur une idée. Donc déjà à partir de là, on pouvait déjà parler de bulles et de choses qui n'avaient aucun sens. Bien sûr qu'il y en a très très peu, ça doit peut-être se compter sur les doigts d'une main, comme tu dis, qui ont vraiment tout respecté à la lettre, que ce soit la roadmap comme ce qu'ils ont annoncé en termes de services et de produits. C'est important de le mentionner. Alors, est-ce que tu pourrais donner, j'allais dire un conseil, mais on va dire un conseil en tant que toi, porteur de projet dans le monde crypto, et un conseil pour les investisseurs? Alors, un conseil dans le monde crypto,
Bon, je vais commencer par les investisseurs. Je dirais que il y a énormément sur les marchés aujourd'hui crypto de projets qui fonctionnent principalement parce qu'ils sont en mesure de faire beaucoup de volume sur les exchanges sans forcément avoir de background technologique, technique. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'argent avec, hein. Enfin, moi, je ne suis pas un investisseur chevronné, hein. Donc je ne sais pas si j'ai beaucoup de conseils à donner dans ce sens-là, mais Ouais, après, tu simplement, as eu besoin des investisseurs et un investisseur a besoin d'un entrepreneur, un entrepreneur a besoin d'un investisseur. c'est ça. C'est ça. Et en fait, je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter. Il faut pas s'arrêter au volume, surtout si on veut voir les projets sur le long terme. Voilà. D'ailleurs, BC Diploma, c'est un bon exemple, hein. On a des Oui, volumes qui sont assez, on va dire, ténus jusqu'à maintenant, avec une capitalisation, d'ailleurs c'est marrant, qui est bien inférieure à notre capitalisation dans le monde réel, entre guillemets. oui, voilà. Donc ça, c'est C'est une aussi, anomalie de à marché, mon on avis, va à dire. mon avis c'est assez rarissime aussi. Donc ouais, j'invite les investisseurs à regarder réellement ce que produisent les projets, parce que c'est la meilleure stratégie long terme, à mon avis. Ce qui ne veut pas dire qu'en court-termiste, il n'y a pas énormément de coûts à faire avec toute la volatilité des cryptos comme elles existent. Et ensuite, dans le monde de la blockchain, j'ai envie de dire, il faut à la fois s'appuyer sur les technologies qui ont pignon sur rue et qui, comme Ethereum ou Bitcoin, et qui sont là pour durer, et puis d'autres technologies qui sont émergentes, qui vont répondre à certains cas d'usage. Je pense par exemple à Arc avec lesquels on Oui, travaille sur une implémentation de blockchain de consortium pour certaines des institutions avec lesquelles on travaille au niveau européen, et qui ont une réelle utilité et qui ont vocation potentiellement à se développer sans pour autant être les projets qui ont la plus grosse capitalisation. Même si Arc, c'est une très belle capitalisation, et d'ailleurs une entreprise avec laquelle on travaille très bien. ouais, je crois que c'est la première, en tout cas française, au niveau la plus grosse aux capitalisations françaises et un des plus anciens projets crypto d'ailleurs, Arc. Tout à fait. Donc, ouais, c'est un beau projet. Ok, bah, merci pour ces conseils. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut utiliser vos services, qui veut, alors on n'a peut-être pas un institutionnel qui nous écoute, quoique on ne sait jamais, mais un particulier qui est vraiment pro-blockchain, pro-crypto, qui a envie de tester vos services. Je me rappelle que tu m'avais envoyé un mail juste après notre rencontre pour que je puisse utiliser justement, que je teste et mettre un de mes diplômes sur la blockchain. Donc, moi, j'ai testé, on peut dire. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on vous contacte? Est-ce qu'il y a un lien particulier, une démarche particulière? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on développe et commercialise une solution de dématérialisation pour les institutions. Donc, c'est une application B2B, c'est-à-dire que ça s'adresse aux entreprises, aux Ouais, universités, aux établissements d'enseignement supérieur, au gouvernement qui voudraient créer des certificats numériques d'un nouveau genre. Voilà. Donc, le particulier, lui, et c'est là où c'est hyper intéressant dans cet écosystème, c'est que le particulier, lui, il va bénéficier de ces certificats parce qu'en tant qu'étudiant diplômé, eh bien, il va avoir son propre diplôme voilà. Ouais. sur la blockchain. Il va pouvoir avoir un lien URL unique à vie par lequel il va pouvoir faire valoir ses compétences, donc en le mettant sur LinkedIn, en le partageant sur son CV, etc. Ensuite, un recruteur va être en mesure d'aller vérifier les compétences ou la compétence ou le diplôme d'un diplômé de l'EM Lyon, par exemple, parce que tous les étudiants de l'EM Lyon ont leur diplôme BC Diploma. Donc, l'idée, c'est que le particulier, entre guillemets, lui, il va plutôt être consommateur du service plutôt qu'émetteur. Voilà. C'est ce qui Et, est euh, et, très et intéressant d'ailleurs, c'est l'adoption, on va dire, passive de la blockchain. ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Nous, notre credo depuis le départ et la conception de BC Diploma, c'est vraiment d'apporter la blockchain à un maximum de gens sans qu'ils soient en mesure de le savoir. C'est-à-dire qu'un certificat BC Diploma inarrêtable, parce qu'il est conçu sur la blockchain, eh bien, quand tu le consultes, tu n'es pas obligé de savoir qu'il y a de la blockchain derrière. Voilà, Ouais, tout est fait pour t'expliquer comment ça fonctionne.
Tout est fait pour pour permettre l'adoption de la techno et d'être très pédagogue sur le sujet. Mais pour pouvoir accéder à un certificat BC Diploma, c'est un simple clic. Donc, il n'y a pas de connaissance blockchain à avoir. Et en tant que consommateur du service, tu n'es pas obligé de connaître techniquement la blockchain pour comprendre comment fonctionne un certificat BC Diploma. Ouais, c'est très intéressant. Bon, il y en a quelques-uns qui ne devraient pas être trop contents de ne plus pouvoir faire de faux diplômes, du coup. Et, Oui. mais d'où l'utilité d'ailleurs de la blockchain pour le coup. Là, on voit clairement quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est la blockchain. Là, il comprend la traçabilité de ce que ça représente au niveau, même si c'est une utilisation passive de l'outil. Quel est votre roadmap pour 2020? Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors moi, je suis le projet de loin, c'est-à-dire je connais un peu ce que vous avez prévu de faire, les annonces que vous venez de faire. Est-ce que tu pourrais, voilà, très simplement dire ce que vous avez prévu de faire Q2, Q3, Q4? Bien sûr. Alors, déjà, on a une offre qui se diversifie résolument. C'est-à-dire qu'on a la majorité de nos clients qui aujourd'hui sont des clients académiques, j'entends des écoles et universités, mais on travaille notamment depuis le début de l'année avec des acteurs de la formation continue. Je pense par exemple à l'IFOCOP, avec lesquels on travaille depuis quelques mois maintenant. Donc sur l'aspect formation continue et compétences. On travaille avec l'AFNOR pour tout ce qui est certificat ISO. Donc l'idée sur cette année 2020, c'est de continuer la diversification de l'offre sur ces verticales, donc verticale académique, certificat ISO et formation continue, et de pousser à fond sur ces secteurs-là et d'adapter le logiciel, d'adapter BC Diploma au maximum à ces écosystèmes. Ça, c'est la première chose. Okay. Ensuite, on se diversifie aussi fonctionnellement parce qu'on apporte depuis le début de l'année une fonctionnalité qui s'appelle l'Open Badge. Alors peut-être que ça parle à certains. L'Open Badge, c'est une technologie en fait de partage de compétences, de certificats, mais qui est normalisée par le W3C. Et par une institution qui s'appelle IMS Global et pour laquelle on vient d'obtenir une certification. Ce qui nous a permis notamment de remporter en début d'année un appel d'offres en Amérique du Nord, en Ontario, auprès de 13 universités canadiennes. Et donc l'idée, c'est d'aller à fond sur ce marché. Maintenant qu'on a développé les premiers badges, les premiers open badges 100% blockchain, on est les seuls à le faire. Donc on a l'idée de pousser sur ce secteur-là. D'accord. Et bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une offre qui est résolument internationale. Donc l'idée là, c'est de maximiser notre travail à l'export, voilà, notamment en Amérique du Nord et sur tous les marchés qu'on pourra adresser. Ok. Alors, je t'ai donné une roadmap plutôt produit commercial. Alors, après, il y a une roadmap technique, mais c'est encore autre chose. Oui, bon, après, on va inviter l'auditeur à regarder dans le détail. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut retrouver les news de BC Diploma? Où est-ce qu'on peut suivre vos avancées? Alors, excellente question. On est pas mal sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et LinkedIn. Donc j'invite à tous ceux qui seraient intéressés par le projet à suivre nos comptes BC Diploma sur LinkedIn et Twitter. Donc ça, c'est on va dire nos canaux de communication institutionnels les plus actifs. Donc on communique beaucoup. On a également un site internet, hein, évidemment, qui est plutôt d'ordre généraliste, qui est bcdiploma.com. Et pour ceux qui seraient intéressés plus sur les aspects technologiques, on a un site relatif à notre framework, au fonctionnement du BCDT, du token, comment il fonctionne en détail, le nombre d'institutions qui l'utilisent, toutes les métriques, etc., qui est evidence.io, evidenz.io. Okay. Voilà, et également un compte Twitter MyEvidence, donc qui lui est aussi plus orienté technophile. Et bien évidemment, on a un groupe Telegram qui est constitué en grande majorité de l'ensemble des personnes qui nous suivent depuis le début du projet, que je salue d'ailleurs, et qui a une communauté qui connaît très bien le projet et qui est en mesure d'ailleurs de discuter et d'apporter beaucoup de précision à des potentiels investisseurs. Voilà. Ok.
Donc, allez vous abonner à tout ça si le projet vous intéresse de près ou de loin, si vous voulez suivre, si vous voulez investir, bien sûr. Je pense qu'on a fait le tour pour le coup. Merci beaucoup pour toute cette valeur, Vincent. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin de cette émission très, très intéressante? Eh bien, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Et puis, si je devais dire un mot de la fin, bon, on vient de traverser une période, alors j'ai dit on, ça s'adresse à un peu tout le monde, hein. On vient de traverser une période qui est assez compliquée avec le confinement et la baisse d'activité que tout le monde a un petit peu subi. Nous, on est assez. J'invite les gens à regarder tous les projets de dématérialisation Ouais, parce que on est clairement dans une période où la dématérialisation va être au centre de nombreux projets, que ce soit institutionnels euh, ou dans le monde académique. Donc comment dire, une valeur. euh, c'est une valeur qui va être, à mon avis, de plus en plus présente dans les projets et à long terme, ça peut être décisif dans la survie et l'activité des entreprises. Et voilà, cette ère post-confinement et post-crise sanitaire va être, à mon avis, résolument numérique et dématérialisée. tout à fait. Je ne peux que être d'accord. C'était une excellente conclusion par rapport à l'actualité. Je te remercie de nouveau et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup.